invitée, Isabelle Lasserre, dont je pense vous lisez régulièrement les papiers au Figaro. C'est une des responsables politiques, on peut dire, du Figaro, et c'est aussi quelqu'un de très actif qui va souvent couvrir la grande actualité comme les déplacements présidentiels ou les grands colloques, etc. Et je vous présente également son Excellence Nerijus Aleksiūnas, qui est l'ambassadeur de la Lituanie et qui donc a décidé quand même, qui a longtemps travaillé dans les structures européennes et qui donc a consenti de nous donner aussi son avis en tant que représentant de la Lituanie en France sur le rapport des forces au sein de l'Union européenne, ce qui sera le thème de débat d'aujourd'hui. Avant de demander à nos deux participants de faire un petit exposé sur le thème du débat, je voudrais juste leur demander à tour de rôle de réagir à l'actualité chaude, c'est-à-dire à la visite du président Macron, d'Olaf Scholz et de Mario Draghi à Kiev, qui, je pense, pour tous les trois, était leur première visite depuis le début de la guerre. Donc, Isabelle. Moi, alors c'était le train des retardataires, hein, et non seulement le train des retardataires, mais le train des trois tortues européennes par rapport à la crise ukrainienne. Néanmoins, je pense que cette clarification, parce qu'il y a eu une véritable clarification, surtout de la part du président français, m'est apparue à la fois bienvenue et nécessaire. À la fois sur les questions de crimes de guerre, puisqu'il y avait eu un malentendu. Volodymyr Zelensky avait reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir suivi Joe Biden en reprenant le terme de génocide. Là, il s'est intéressé aux crimes de guerre, ils sont allés à Boutcha, voilà. Et surtout, il y a eu un signal politique tout à fait nouveau de la part de la France, enfin, en tout cas qui a été amplifié, c'est ce soutien unanime au statut, en fait, d'accorder le statut à l'Union européenne, hein, à l'Ukraine, à la Moldavie et à la Géorgie, question qui sera abordée demain par la Commission européenne et tranchée au Conseil européen des 23 et des 24 juin. Emmanuel Macron a aussi répété, c'était pas le cas encore il y a 15 jours, hein, mais ça va toujours mieux en le disant, qu'il fallait absolument une victoire de l'Ukraine. Il a proposé des nouveaux, enfin 6 nouveaux canons César. Donc on a l'impression qu'il y a un glissement quand même de la position française vers les autres partenaires européens, notamment ceux d'Europe orientale et centrale. C'est une clarification qui était absolument indispensable parce que l'ambiance était quand même un petit peu électrique entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour remettre sur enfin pour que le tandem franco-allemand reprenne l'initiative sur ce dossier. Ça, on verra. D'abord si les décisions, si les propos d'Emmanuel Macron sont suivis d'effets, et ensuite comment ils sont perçus dans le reste de l'Europe. Votre réaction, Votre Excellence? Merci beaucoup et bonne soirée. Vraiment un grand plaisir d'être ici. Je suis d'accord avec Isabelle sur peut-être plusieurs fois et plusieurs points qui étaient mentionnés. Peut-être juste à dire que pour moi, c'était important que c'était aussi la séquence des visites. C'était la visite en Roumanie, c'était la visite en Moldavie, c'était la visite à Kiev. Donc c'était une séquence importante.
C'était les messages, pas juste pour l'Ukraine, mais c'était un message pour la Moldavie aussi. Et c'était aussi un message pour, en général, la sécurité de flanc de l'Est, qui est aussi très important avant le sommet de l'OTAN, qui va être organisé dans quelques jours aussi. À Ramstein. La base de Ramstein. À Madrid. Ah, pardon. C'est le sommet de l'OTAN à Madrid. Dans 2 semaines. Donc, c'est important. Bien sûr, pour la visite, je pense qu'il faut féliciter parce que c'était vraiment qu'il y a peut-être dans les dernières semaines, c'était vraiment cette pression pour avoir cette visite en Ukraine. Donc, finalement, nous avons cette visite importante. Bien sûr, peut-être pour nous, c'était un peu volonté pour avoir ces visites plus tôt qu'aujourd'hui, mais comme on dit, c'est mieux aujourd'hui que jamais. Donc, c'est vraiment, je pense, le moment important avant le Conseil européen, avant le sommet de l'OTAN, avant G7, la réunion G7 en Allemagne. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais le plus important, bien sûr, c'est pas juste les messages qui étaient passés pendant la visite à Kiev. Comme Isabelle l'a dit, c'était un message sur le statut de candidat, c'est un message sur l'assistance militaire, aussi j'ai vu aussi un message sur la souveraineté de l'Ukraine, en parlant de sources de l'Asie pour reconstruire l'Ukraine dans toute la souveraineté. Donc, y compris la Crimée. Le pays Crimée, c'était aussi quelque chose de nouveau, je pense, dans la position française. Mais quand même, le plus important sont les résultats. Quels seront les résultats très concrets de cette visite? Pour moi, le premier test sera le Conseil européen la semaine prochaine. Si l'Union européenne va garder l'unité, s'ils vont prendre les décisions sur le statut de candidat, parce que le message aujourd'hui est très important, mais les résultats et les décisions seront après une semaine. Et puis, bien sûr, dans quelle manière cette décision sera formulée, parce que comme j'ai passé 8 années à Bruxelles, et j'ai travaillé 6 années sur la question de l'élargissement. Donc pour moi, je sais très bien qu'il y a la méthode différente, la possibilité différente, comment on peut formuler cette décision sur le statut de candidature pour l'Ukraine et pour les autres pays. Sans conditions, avec conditions, quelles conditions, comment on peut commencer les négociations, etc., etc. Donc, parce qu'en général, le statut de candidat, ça pas coûte beaucoup pour l'Union européenne. Il n'a pas aucune conséquence financière, c'est un peu symbolique. Mais bien sûr, c'est symboliquement très important pour les Ukrainiens qui sont dans la guerre, qui sont défendre l'Europe et notre sécurité. Donc c'est vraiment très très important. Mais le plus important est le processus d'élargissement, négociation et préparation pour l'adhésion. Et maintenant, nous sommes juste au début de ce processus très très long. Pour nous, c'était presque plus que 10 ans pour prendre toute la voie au début des décisions au sommet de Copenhague de 1993 jusqu'à 2004, quand nous avons adhéré à l'Union européenne. Donc ça prendra beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'un des pays bloque ce statut de candidat, comme par exemple la Hongrie? Il y a plusieurs pays qui sont opposés, et notamment le Danemark et les Pays-Bas. Donc en théorie, oui. C'est-à-dire que c'est les États membres qui... La Commission demain va soutenir cette proposition. Donc elle va complètement s'engager derrière ça. Mais après, c'est les États membres qui vont trancher. Mais enfin, ils ont encore 10 jours pour les convaincre. Et je pense que il est plus facile de convaincre le Danemark et les Pays-Bas que de faire plier la Hongrie en général. La Hongrie, elle est assez discrète d'ailleurs sur cette histoire. Hein. Oui, il faut peut-être parler un peu plus fort. D'accord, excusez-moi. D'accord. D'accord. Oui, tu continues ou tu t'arrêtes là? Non, mais sur ce sujet, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Le problème, c'est que
depuis le début de la guerre en Ukraine, on a eu vraiment des grosses évolutions. C'est-à-dire que au début, on a cru au miracle, et pour une fois, l'Union européenne avait réussi à être unie. Elle pensait un petit peu de la même manière, et c'était vraiment miraculeux. Les divisions sont revenues assez vite, très très vite, autour des questions de l'intégration à l'Europe, de l'armement, quand est-ce qu'on arrête la guerre, etc. Et en fait, ça freine. On voit bien, on voit à la fois qu'il y a l'émergence pour la première fois d'une Europe politique qui prend son élan et qui en fait, devient carrément géopolitique pour la première fois, et en même temps, elle est systématiquement freinée à chaque fois par 2 ou 3 membres qui bloquent la plupart de ces décisions. Et quand elle n'est pas, quand ces décisions ne sont pas bloquées, elles arrivent avec beaucoup de retard. Enfin, l'embargo sur le pétrole, il a fallu quand même 3 mois pour en arriver là, parce qu'il y avait le veto de la Hongrie. L'embargo sur le gaz, on n'y est pas encore. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un timing qui est pas le même. C'est-à-dire que le timing des institutions européennes, le temps européen et celui de l'Ukraine ne sont pas les mêmes. Et la gravité de la situation ukrainienne exigerait que l'Europe réagisse plus vite. Ce qu'elle ne peut pas encore faire. En même temps, il y a des choses qui fonctionnent de mieux en mieux. Enfin, les canons César, ils sont arrivés très très vite. Ils sont arrivés beaucoup plus vite que les armes américaines en Ukraine. Donc il y a des choses qui fonctionnent de mieux en mieux. Mais le problème, c'est que on va pas pouvoir effacer les divisions d'un coup de baguette magique en Europe entre les pays d'Europe de l'Est qui ont toujours vu la menace venant de l'Est, la Russie, et les pays du Sud qui la voient plutôt du Sud, hein, et de l'islamisme, du terrorisme, de l'immigration qui vient du Sud, etc. Et c'est pas parce que une partie enfin de l'Europe occidentale a pris conscience que les pays de l'Est, d'ancienne Est, avaient raison sur leur analyse de la Russie et de la menace russe, c'est pas pour ça que pour autant la menace du Sud a disparu. Donc cette division, elle va avoir du mal à se résorber, et elle freine l'aide à l'Ukraine. Et la Russie s'est absolument à merveille appuyée sur toutes ces différences. Et c'est en soutenant un coup la Serbie, enfin qui n'est pas dans l'Europe, mais c'est pareil, c'est l'espace européen. La Hongrie, voilà. Quelle est votre réaction? Est-ce que l'Europe arrivera à parler de la même voix? Qu'est-ce qu'il faut faire pour plier certains pays, notamment comme la Hongrie? Non, c'est peut-être, il n'y a pas de réponse très, très facile. Je me souviens très bien que dans beaucoup de dossiers, c'était beaucoup d'occasions pour discuter, mais je suis toujours très optimiste. Comme j'ai dit, j'ai passé plusieurs années à Bruxelles. C'était toujours, je ne sais pas, la crise financière, la question migratoire. C'était toujours vraiment très difficile pour avoir une décision commune. Et pour les questions comme l'élargissement, c'est toujours l'unanimité nécessaire. Donc chacun doit être ensemble pour prendre ses décisions. Donc c'est pas facile, mais finalement, je sais pas, mon expérience qu'avec chaque crise, il y a cet progrès au niveau européen. Après la crise de Covid, et là maintenant on parle sur la santé au niveau européen. Et je suis sûr qu'après la guerre, on va avoir l'Europe plus fort dans le domaine de sécurité, dans le domaine d'énergie. Mais pendant les crises, pendant cette période, il y a la possibilité vraiment pour peut-être exprimer le leadership, pour vraiment les pays, pour donner l'exemple, comment on peut réagir. Et je pense, bien sûr, la Lettonie est peut-être un petit pays dans la taille, mais je pense que nous avons fait beaucoup d'exemples d'inspiration, comment l'Europe doit réagir, comment l'Europe doit faire des décisions très concrètes. Je parle par exemple sur l'énergie. Nous sommes les premiers pays dans l'Union européenne qui nous avons coupé le gaz russe, le pétrole russe, l'électricité russe, et nous n'importons pas rien.
Bien sûr, ce n'était pas par hasard parce que nous avons investi beaucoup dans notre indépendance énergétique dans les dernières années. Parce que pour nous, c'était très clair que l'énergie, c'est un outil utilisé par Poutine contre nous. Ce n'est pas juste peut-être Poutine, parce que peut-être juste petit aussi, je sais pas, référence historique, mais la première chose qui a été faite par Gorbatchev, par l'Union soviétique après l'indépendance lituanienne, que nous avons rétabli notre indépendance, c'était le blocage économique, c'était le blocage énergétique. J'étais un petit garçon de 10 ans, mais je me souviens l'hiver de 1991, sans chauffage, sans l'eau chaude. Donc, c'était déjà dans cette époque énergie utilisée comme un outil géopolitique. Donc, pour nous, c'était très clair qu'il faut investir, il faut préparer pour cette situation. Et maintenant, nous pouvons prendre ces décisions pour vraiment donner cet exemple pour les autres. Il y a des autres, bien sûr, aussi exemples comme cybersécurité. Nous avons fait beaucoup des efforts pour protéger, aussi pour aider l'Ukraine. Je pense que c'était notre contribution. Bien sûr, ce petit pays, nous ne pouvons pas peut-être donner toutes les choses, mais quand même, nous avons fait beaucoup de contributions avant la guerre, parce que c'était la période très importante pour aider les Ukrainiens pour combattre les premiers jours, les premières semaines, parce que c'était le temps crucial pour rester. Et c'était beaucoup d'équipements qui étaient donnés par notre pays. Ce n'est pas juste équipement, mais aussi formation. Il y a une brigade très latérale entre la Lituanie, l'Ukraine et la Pologne. C'était beaucoup de formations que nous avons fait pour les Ukrainiens. Et je pense qu'il faut vraiment tirer les leçons de notre politique, que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Écoutez, on va peut-être passer, c'était très bien votre intervention parce que maintenant, après ce petit intermède consacré à l'actualité chaude, on pourrait adopter, vraiment commencer le débat sur le sujet qui a été annoncé. J'essaie de dire quelques mots. On a l'impression, et ce n'est pas par hasard que Isabelle Lasserre a utilisé le terme de tortue par rapport aux trois grands pays européens, la France, l'Allemagne et l'Italie, que c'était des tortues. Parce que, alors que d'autres pays que reconnaissaient comme le Canada ou comme l'Estonie, le génocide et en tout cas l'intention génocidaire de ce qui se passe en Ukraine, pendant que Biden parlait aussi, lui, de génocide et Emmanuel Macron disait « Ah oui, mais vous savez, mais si on reconnaît le génocide, il faut qu'on intervienne ». C'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? Et donc, en clair, c'était mieux vaut ne pas reconnaître le génocide et ne pas intervenir. Il y avait quand même pendant des mois des propos lénifiants, aussi bien de Macron que de Scholz que de Draghi. Et face à ça, on a les réactions beaucoup plus résolues de plusieurs pays, comme les pays baltes, comme la Pologne, comme la Grande-Bretagne, peut-être certains pays nordiques, bien sûr les États-Unis. Et donc, on peut peut-être parler d'un certain front nouveau et peut-être à l'avenir une organisation nouvelle qui ne serait pas en contradiction avec l'Union européenne, mais qui pourrait se former. C'est tout comme personne n'a dissous l'OTAN, mais la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie ont créé AUKUS. Donc voilà, ma question, Isabelle a récemment été à un forum international très important qui a lieu tous les ans en Estonie, à Tallinn, qui s'appelle ce forum aux conférences Lennart Meri. Et je crois que c'est là que tu as ressenti
certaines choses. Donc voilà, Ouais, je voudrais que tu parles de ça. Ouais, d'accord. J'y vais assez régulièrement dans cette conférence qui réunit tous les pays de la région, mais aussi les Américains et la plupart des pays européens, et qui est très intéressante et qui, bien évidemment, est surtout centrée autour de la Russie, ou en tout cas du problème russe. Et cette année, ça s'est pas passé comme d'habitude. Je n'avais jamais... en fait, dans toutes les conférences, que ce soit les grandes conférences plénières ou les conférences plus petites en petit comité, il y avait une attaque en règle de la France et de l'Allemagne par tous les autres pays européens. Enfin, tous les pays d'Europe centrale, d'Europe orientale, plus la Grande-Bretagne et les Américains. Et c'était extrêmement troublant parce que c'était des propos très très violents et qui étaient dits en plus en public devant les caméras de télévision, hein, parce que les salles, les petits groupes le matin c'est en off the record, mais l'assemblée plénière. Donc on reprochait, tous les pays reprochaient à la France, alors surtout bien entendu les pays baltes et la Pologne. À l'Allemagne, on reprochait Gerhard Schröder, hein, qui a tenu quand même très 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 longtemps avant d'être écarté de ses fonctions de direction au sein de Gazprom. La manière dont l'Allemagne a appuyé systématiquement sur le frein pour empêcher un embargo sur le gaz, ou en tout cas le décaler, en espérant que d'ici là, la guerre sera finie. Et à la France, on reprochait plutôt les mots qui sont utilisés par Emmanuel Macron. Alors, il n'y avait pas encore, c'était avant l'humiliation, mais on lui reprochait d'abord de parler à Vladimir Poutine trop souvent, alors que le dialogue ne donne rien, d'avoir utilisé les mots de architecture de sécurité européenne avec la Russie. C'est des mots qui étaient utilisés par l'ancien président Dmitri Medvedev, et donc ils sont très très connotés. C'est connoté Kremlin en fait. Et plus généralement, on reprochait à la France une attitude générale d'ambiguïté vis-à-vis du Kremlin. Alors Macron, parce qu'en 2019, il a eu une initiative solitaire qui fut d'inviter, je veux dire Boris Eltsine, Vladimir Poutine à Fort-Brégançon en août 2019, donc, et il lui avait proposé un dialogue stratégique. Donc, sans prévenir absolument aucun pays, aucun de ses partenaires, même l'Allemagne n'était pas au courant. Donc ça a beaucoup choqué. En plus de ça, vis-à-vis de la France, il y a toujours une suspicion permanente. La France, au nom d'une certaine interprétation du gaullisme, se méfie de l'OTAN. On la soupçonne de vouloir affaiblir l'OTAN pour mieux pousser son projet d'autonomie stratégique européenne. Donc on se méfie toujours un petit peu de la France. Ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps depuis des années. Mais là, c'était vraiment... la France et l'Allemagne étaient quasiment désignées, non pas comme des ennemis, mais ils parlaient un petit peu de nous comme nous, on parlait de la Hongrie, par exemple, il y a 2 ans, vraiment, en montrant du doigt les mauvais élèves de l'Union européenne. Et je n'avais jamais vu ça quand même. Et on sentait quand même, moi, ce mouvement, ça fait un moment que je le ressens, pas seulement vis-à-vis de la question russe, vis-à-vis de la question de l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a une vision complètement différente de l'immigration selon qu'on est à l'est ou à l'ouest de l'Europe, pour des raisons différentes. Hein. Mais là, en plus, il y a la question russe. On a vraiment l'impression d'une force qui se déplace vers l'Est, en fait. Pourquoi ? Parce que les anciens pays de l'Est ont eu raison. Ça fait des années qu'ils tirent la sonnette d'alarme en disant « Attention, il ne va pas s'arrêter là ». Alors, il y a eu la Géorgie en 2008, il y a eu
la Crimée en 2014, et à chaque fois, l'Allemagne et la France font oh là là, c'est horrible, et puis après on attend un peu, puis on retourne au business as usual, et puis c'est comme l'autruche, quoi, on espère que il va se calmer, quoi, Vladimir Poutine et tous les voisins les voisins européens de la Russie savent bien que c'est rarement le cas, qu'ils se calment assez rarement, et puis ça recommence toujours. Donc le fait que la France et l'Allemagne aient eu une analyse erronée de la nature du pouvoir russe et des intentions de Vladimir Poutine, eh ben, les a un petit peu, en quelque sorte, marginalisés depuis quelques semaines sur la question russe. À l'inverse, les pays de l'Est, enfin, je dis pays de l'Est, on dit pas anciennement pays de l'Est, enfin, tout le monde comprendra, ont vraiment, ils ont compris, quoi. Ils avaient raison, donc ils ont une espèce d'énergie et de place qui leur revient naturellement, et ça a été en plus aidé par le fait que certains pays neutres comme la Suède et la Finlande aient décidé de rejoindre l'OTAN. Donc en rejoignant l'OTAN, ils ont basculé aussi du côté de ces pays-là. Bon, ils étaient là, hein, notamment il y avait énormément de Finlandais, et ils étaient tous très très en soutien de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky. Et ils étaient aussi critiques de l'Allemagne et de la France. Donc moi, ça fait plusieurs années que je vois un pôle européen se déplacer un petit peu à l'Est. Et je pense qu'il va être de plus en plus représenté, à la fois dans les institutions à Bruxelles, et que le rapport de force est en train de se modifier. Et je pense que l'Allemagne et la France n'en ont pas encore pris conscience, en tout cas ne l'ont pas compris à sa juste mesure. Alors peut-être Emmanuel Macron un peu depuis quelques jours, parce qu'il a c'était difficile de ne pas voir les critiques qui étaient adressées par la Pologne, les pays baltes et les Ukrainiens. Mais je pense que si la France et l'Allemagne ne se rapprochent pas des positions de l'Est européen, et là je parle à la fois de l'immigration et à la fois de la Russie, ces deux pays risquent d'être pas marginalisés, parce que la France ça restera les deux pays quand même leaders de l'Europe, parce que l'Allemagne au niveau économique et la France au niveau militaire, avec en plus un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, et la dissuasion nucléaire, qui fait que de toute façon les deux pays, on ne pourra pas faire abstraction de ces deux pays. Mais ça va être de plus en plus compliqué de pousser cette ligne médiane qui est celle de l'Allemagne et de la France, et qui consiste à faire un peu de en même temps, à ménager les intérêts des pays d'Europe occidentale tout en soutenant l'Ukraine, à espérer que la paix revienne très très vite. Et le problème, on pourrait résumer les choses comme ça. À Paris et à Berlin, on dirait ok, on veut la paix. Et je sais pas, à Vilnius ou à Varsovie, on dirait on veut la victoire. Mais la victoire et la paix, c'est pas pareil. Donc c'est vraiment très très différent, et je pense que il y a une grosse fracture à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Ambassadeur. Comme ambassadeur, je travaille pour éviter malentendu dans notre relation. Mais merci pour cet exposé. Peut-être juste, je voudrais commencer par un petit sondage en Lituanie. Je ne peux pas parler pour les autres pays, mais dans le dernier sondage de l'opinion publique sur les leaders étrangers, M. Macron, le président de la République, était le deuxième après Zelensky. Et je pense que c'est la première fois dans notre histoire que le président français est le deuxième dans le sondage des leaders. Quand? C'était quand? C'était il y a
peut-être 2 mois. Donc c'était vraiment pendant la guerre et c'était cette activité importante. Je pense que c'était vraiment apprécié par notre peuple. Et c'est pas par hasard parce que c'était aussi la visite de M. Macron à Vilnius en 2020. C'était la visite présidentielle de France après 20 ans parce qu'avant ça c'était M. Chirac 2001. Donc je pense que là cette appréciation d'ouverture et vraiment des efforts pour comprendre plus notre région de la côté du président de la République. Mais sur le contenu, bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes chez nous. Je pense que ça vient de cette erreur que nous avons faite. Et pour nous, il y avait 3 erreurs peut-être fondamentales en ce qui concerne la Russie. La première, à penser qu'on peut faire le commerce avec la Russie, on peut changer la Russie. C'était, je pense, fondamentalement erroné pour penser ça. Le deuxième sujet qui est peut-être on peut être gentil avec la Russie, on peut être gentil avec le régime de Poutine, on peut faire apaisement et ça nous donner la possibilité d'éviter la guerre, mais c'est pas le cas aussi. Et aussi la troisième erreur fondamentale, c'était que nous avons peut-être pensé qu'on peut comprendre la Russie dans la manière rationnelle, dans la manière de notre valeur, dans notre mentalité, mais la Russie c'est un peu différent. Je pense aussi que c'était les erreurs que nous avons fait peut-être quelques jours avant la guerre en pensant que peut-être c'est pas logique pour la Russie faire cette invasion dans la manière comme nous avons vu en Ukraine, mais c'est la logique différente. Donc, ça vient peut-être cette hésitance, cette inquiétude, que maintenant, il faut vraiment tirer la leçon de cette situation. Et pour nous, c'est un peu ce sentiment que peut-être ce processus d'analyse, de réflexion sur les erreurs n'a pas bien commencé en Europe. Et pour nous, ça donne cette impression que peut-être nous allons répéter la même erreur, la même problème que nous avons fait en Géorgie après la guerre, aussi après la Crimée, Donbass 2014. Donc vraiment pour nous, c'est le sentiment que cette fois, il faut vraiment faire quelque chose différemment parce que les 2 fois que nous avons essayé, ça n'a pas bien marché. Mais est-ce que ce clivage, cette scission que tu as observée à Tallinn, est-ce que ça peut déboucher vraiment sur une structure? Est-ce qu'on peut penser que tôt ou tard, si les pays de l'Ouest européen restent en quelque sorte à la traîne, si la guerre dure assez longtemps, si l'occupation continue, est-ce que ça peut déboucher vraiment sur la création d'une nouvelle union, surtout une union de défense? Est-ce que ça a été évoqué, par exemple? Non, c'est pas évoqué, mais alors le problème, c'est qu'il y a moi, je suis un peu dubitative pour 2 raisons. La première, c'est que, en fait, y compris au sein de l'Est européen, les pays sont pas toujours d'accord. Le groupe de Visegrad, en ce moment, il est un petit peu désuni, hein, puisque la Hongrie a choisi de soutenir, en tout cas, d'avoir au moins une espèce au moins un silence bienveillant vis-à-vis de l'initiative russe, de la guerre russe en Ukraine. Donc ça a fait un petit peu exploser provisoirement le groupe de Visegrad. Donc, en fait, comme chaque pays européen a toujours ses intérêts, même au sein de l'Est, il y a des divisions. Et la deuxième raison, c'est un problème au niveau d'une union qui serait une union de défense. Je sais pas si les armées sont assez conséquentes pour faire une véritable union qui pourrait être efficace.
Et on voit à quel point la France, et notamment Macron, qui a été le plus allant sur cette question, a toutes les peines du monde à pousser son projet d'autonomie stratégique. Alors même que l'armée française est quand même la plus grande armée de l'Union européenne, hein, depuis que la Grande-Bretagne est partie. On voit mal comment des plus petits pays, avec des armées plus petites, arriveraient à le faire, et surtout que, alors si selon Emmanuel Macron, l'OTAN était en mort cérébrale il y a 2 ans, beaucoup des pays membres de l'OTAN d'ailleurs étaient absolument d'accord avec ce diagnostic. Ils n'avaient pas tellement aimé la manière dont Macron l'avait dit, mais le diagnostic était partagé. L'OTAN se cherchait une nouvelle mission, se posait un peu des questions sur son identité, et c'est vrai que à la limite on aurait pu se dire que l'OTAN en 20 ans pouvait mourir de sa belle mort. C'était pas une idée complètement abracadabrantesque. Vladimir Poutine a totalement ressuscité l'OTAN. Et les bourdes du président français, plus cette renaissance incroyable de l'OTAN qui se met encore, qui a attiré encore, qui a même convaincu les pays neutres de ne plus l'être, tout ça, en fait, ça affaiblit le projet d'Europe de la défense et d'Europe d'autonomie européenne stratégique de la France. Ça l'affaiblit vraiment. On voit mal comment aujourd'hui on pourrait avoir une structure de défense européenne qui ne soit pas dans l'OTAN. Et tout le monde là, en plus c'est vrai que le plus grand pourvoyeur d'aide militaire à l'Ukraine, ce sont les États-Unis. Seuls les États-Unis ont les moyens militaires d'aider suffisamment l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse repousser les forces russes. Donc il y a à nouveau on a l'impression que les États-Unis reviennent en Europe. Tout ça est un mirage, hein. On est bien d'accord, enfin un semi-mirage, parce que les États-Unis ont toujours comme priorité la Chine. Mais momentanément, ils font une parenthèse et ils sont bien obligés de s'occuper de ce problème européen. Donc les pays comme l'Allemagne sont ravis. On va revenir sous le parapluie sécuritaire de l'OTAN et des Américains. Et c'est pareil pour une grande partie des pays de l'Est. Donc je n'y crois pas en fait à cette autre union. Et Monsieur l'ambassadeur, comment est-ce que vous évaluez en fait la préparation de l'Europe tout simplement à la guerre? Parce qu'on a l'impression que en plus de traîner comme la France a fait pendant un moment, l'Allemagne qui a traîné avec les livraisons de chars et on sait toujours où ça en est, etc. Mais je pense qu'il y a un véritable problème, c'est que dans toute l'Europe, il n'y a pas assez d'armement. C'est-à-dire, personne n'a envisagé que nous serions dans une situation où il faudra se défendre longtemps, attaquer longtemps et avoir assez d'armes pour pouvoir le faire. Quelle est votre analyse? Est-ce que maintenant la guerre en Ukraine est en train graduellement de changer cette situation? Non, je pense que je suis plus optimiste peut-être qu'Isabelle sur ce sujet, parce que je pense que vraiment maintenant c'est le moment. Si on n'a pas utilisé ce moment, c'est parti déjà. Et parce que bien sûr, nous avons perdu beaucoup de temps pour créer quelque chose de tangible et réel au niveau européen. Mais pour moi, c'est vraiment que, comme nous avons dit au début, c'est pas possible d'avoir l'Europe indépendante. Il faut parler sur le renforcement de l'OTAN pour renforcer l'Europe au milieu de l'OTAN. Et je pense que maintenant, avec cette guerre, nous sommes vraiment dans cette direction. Comment on peut renforcer l'Europe, mais aussi en même temps renforcer l'OTAN. Parce que pour nous, toujours l'OTAN reste comme un pilier le plus important pour la sécurité. Je pense que la guerre donne plus d'arguments aussi pour cette position. Qu'est-ce que nous avons fait déjà comme la conséquence de cette guerre, je pense? La première chose que nous avons déjà plus sérieuse sur le financement du secteur de la défense.
C'était aussi chez nous, avant la guerre, c'était déjà 2% de PIB dédié pour la défense. Mais maintenant, nous avons déjà fait la décision pour 2,5% de PIB pour financer la défense. Et ça va augmenter dans les dernières années aussi plus élevé, jusqu'à 3% et peut-être plus. Et je pense que ça vient aussi pour les autres pays, parce que nous avons vu ce changement en allemand qui c'est pas possible d'imaginer que l'allemand peut changer rapidement sur le financement, sur l'exportation des émergents. Et vraiment, c'est quelque chose comme un progrès très, très important. Puis, qu'est-ce que c'était important? Qu'au niveau européen, il y a déjà aussi plus bon exemple, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la guerre, c'était pas possible d'imaginer que le budget européen va être utilisé pour l'armement, pour le financement de la défense. C'était comme un tabou pour parler sur ces sujets. Et maintenant, nous avons déjà dans cette voie pour vraiment donner possibilité pour l'argent, pour l'Union européenne, pour contribuer en Ukraine. Et la dernière chose, ça donne aussi beaucoup pour possibilité pour la coopération entre les pays européens. Comme cette semaine, le salon de défense Eurosatori, je suis aussi très fier que nous avons signé une lettre d'intention avec la France pour acheter M18 César. C'était le premier grand achat que nous avons fait avec la France. Et je pense que c'est une indication aussi que la guerre pousse nous pour travailler, pour coopérer avec peut-être les pays qui n'est pas toujours dans notre liste en ce qui concerne l'achat. Et maintenant, je pense que c'est vraiment ce moment pour travailler ensemble, pour coopérer au niveau industriel. Et je suis optimiste, comme j'ai dit, parce que je pense que ça va donner l'Europe plus fort sur la défense, sur la sécurité après la guerre. Mais aussi important pour rester cohérent et rester dans le temps. Je voudrais poser à Isabelle une question qui est peut-être un peu osée. Qu'est-ce qui pousse Orban à systématiquement soutenir Poutine? On a eu récemment un exemple que je trouve totalement flagrant quand il a mis le veto sur l'inclusion du patriarche Kirill donc sur la liste des sanctions. La Hongrie n'est même pas un pays orthodoxe, c'est un pays catholique. Donc c'était clairement un acte qui dévoilait une sorte d'allégeance à Vladimir Poutine. Il ne peut pas peut-être s'opposer sur certaines choses au reste de l'Union européenne parce qu'il fait quand même partie de l'Union européenne, mais là où il peut, il met les bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui le tient? Quelle est l'interprétation de ça? Moi, je le comprends de cette manière-là, c'est-à-dire que, bon, Orban a une dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Hein. Bon, il n'est pas le seul, mais cette est-ce que c'est un chantage alors? Non, je pense que Orban est régulièrement obligé de céder. De temps en temps, il est obligé de céder aux autres pays européens. Sinon, la question, au bout d'un moment, va être est-ce que la Hongrie doit quitter l'Union européenne? Donc, évidemment, la Hongrie ne veut pas quitter l'Union européenne. Et Orban est obligé de donner des gages réguliers à l'Union européenne. Alors après, il fait plaisir à Vladimir Poutine sur des choses qui sont extrêmement symboliques, comme cette question de Kirill et de l'Église orthodoxe. Pour moi, c'est ça l'explication. Et pour vous? C'est un peu difficile peut-être évaluer Orban pour moi, mais je pense que l'histoire donne aussi beaucoup de réponses. Pour moi, c'était aussi cette position de Loukachenko. On peut essayer de jouer avec les deux côtés, mais nous avons vu comment ça c'est bien fini avec ça, parce que c'est pas possible, je pense, d'être dans deux camps dans le même temps. Ah ben si, ça s'appelle le en même temps. En même temps. La France le fait très bien. Et le en même temps,
différence, c'est quand même ce qui a fait que De Gaulle a changé de politique et s'est converti, enfin, est allé vers l'Allemagne. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en 2050, l'Europe aura besoin d'un autre génie politique qui fasse le même mouvement vers la Russie? Est-ce que vous ne croyez pas que la Lituanie ou ces petits pays pourraient être le vivier d'un tel génie qui construirait effectivement une sécurité commune? Parce qu'on n'imagine pas en 2050 avoir l'Eurasie complètement partagée en deux, avec deux camps complètement ennemis et prêts à déclencher effectivement la Troisième Guerre mondiale. Attendez, on n'a pas encore commencé les questions, hein. Je m'excuse, mais si vous voulez bien, on va revenir à votre question, moitié remarque, un peu plus tard, d'ici très exactement 5 minutes, ok? Parce qu'il y a encore une question que je voulais poser à Isabelle et à votre Excellence, c'est la question des relations polono-ukrainiennes. Bien sûr, pour la Lituanie, c'est un sujet très proche, mais quand Duda dit qu'il n'y aura plus jamais de frontières entre la Pologne et l'Ukraine, les Russes l'ont interprété comme le désir de la Pologne d'annexer une partie de l'Ukraine occidentale, ce qui est évidemment faux. Mais comment se construit cette relation spéciale? Pourquoi une telle participation de la part de la Pologne? Est-ce que c'est par crainte de la Russie ou il y a maintenant une véritable affinité entre ces deux pays qui, comme on sait, dans le passé, avaient aussi des différends très importants? Moi, je crois que c'est les deux, plus le nombre de réfugiés accueillis par la Pologne, de réfugiés ukrainiens. Souvenez-vous la crise des migrants du Kosovo, de Syrie oui. En 2015. La Pologne tapait toujours aux fenêtres en disant mais nous aussi, d'accord, on veut pas de Syriens. En gros, je caricature, mais c'est ça. Mais pardon, excusez-moi. Mais on a énormément de réfugiés ukrainiens. On en avait, je crois, déjà à l'époque 200 000. C'était vraiment vrai. C'est-à-dire que la Pologne a toujours accueilli les réfugiés ukrainiens. Et les a toujours très bien traités. Ça s'est très bien passé, l'intégration. Donc il y a une espèce de mixité des femmes. Il y a vraiment une... La Pologne a vraiment beaucoup aidé les Ukrainiens. Et là, ça a continué depuis le début de la guerre. Donc, ils se connaissent, ils sont proches, ils ont la même analyse. Ils ont quand même un petit peu une histoire commune et des mêmes peurs, sans doute, de la Russie. Forcément. Enfin, je veux dire, si le verrou ukrainien... si l'Ukraine tombe, la Pologne est en première ligne. C'est sûr. C'est déjà un peu parti, mais... C'est sûr, c'est sûr. Et vous, votre analyse? Non, je pense, j'aime beaucoup l'histoire toujours. Donc, c'est la Grande-Duché de Lettonie du XVe siècle. Parce que c'était, à cette période de temps, c'était un des plus grands pays de l'Europe. Hein. La Grande-Duché de Lettonie, le territoire actuel de Lettonie, mais Bélarus, Ukrainien et Pologne, c'était la partie de Grande-Duché. Et puis, bien sûr, c'était l'État commun avec la Pologne. Mais je pense que, bien sûr, c'est la guerre et c'est le régime de Poutine qui pousse l'Ukraine et la Pologne pour coopérer plus. Parce que, comme vous avez dit, bien sûr, avant la guerre, c'était beaucoup de questions un peu parfois difficiles entre les deux pays sur l'histoire, sur ces petites nuances importantes. Mais maintenant, je pense avec la guerre, toutes les discussions ont disparu parce que c'est vraiment des intérêts très concrets de Pologne pour aider les Ukrainiens, comme aussi c'est notre intérêt, et pour éviter, bien sûr, le défait de l'Ukraine. Donc, je suis d'accord avec Isabelle. Je vais vous poser encore une question et après on va donner
la parole au public. Ça ne concerne pas directement le thème de notre débat, mais c'est quand même quelque chose d'important. Cette proposition de loi invalidant la reconnaissance de l'indépendance de la Lituanie par la Douma russe, est-ce que c'est du pur délire ou ça peut constituer ce qu'on appelle le casus belli? Comment vous interprétez ça? Non, je pense que c'était bien sûr la réaction officielle de notre côté. Bien, c'était un peu peut-être ironique pour dire que c'est un peu difficile d'imaginer qu'on peut annuler cette reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire dans la manière légale? Ça veut dire qu'on va devenir le pays soviétique. Donc c'est pas sérieux, je pense. C'est vraiment un petit truc pour avoir la discussion, mais nous ne sommes pas très sérieux avec cette proposition de côté des membres de Douma. C'était pas la décision prise, mais c'était juste une suggestion. Mais vous savez, quand on parlait il y a 15 ans ou 20 ans de l'illégitimité de l'existence de l'Ukraine, on pensait aussi que c'était du délire. C'est un pays, c'est un régime plus exactement, qui délire de plus en plus, mais donc la Lituanie pour l'instant ne se sent pas menacée. Non, je pense que nous sommes déjà habitués avec ces attaques et ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que ce n'était pas quelque chose de nouveau pour attendre que la Russie discute sur notre souveraineté, sur notre indépendance. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était dans les dernières années, dans presque 20 ans de pouvoir de Poutine, c'était la même chose toujours. Et comme j'étais aussi le conseil diplomatique de notre président, ancien président, Mme Grybauskaitė, je me souviens très bien comment était la dernière rencontre entre notre président et le président Poutine. C'était 2010, c'est la dernière rencontre entre deux présidents de notre pays. Cette rencontre était avec les demandes, la liste des demandes, qu'est-ce que la Lettonie doit faire. Pas construire le terminal GNL, pas construire la centrale nucléaire, etc., etc. Donc c'était la position très claire sur notre souveraineté. La liste à faire. J'espère que rien n'a été satisfait. Non, pour nous, c'était une indication qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Pour construire le terminal GNL, pour investir dans notre indépendance. Donc, ça nous avons aidé beaucoup, ça. Mais écoutez, je pense qu'il faut quand même donner la parole au public. Donc, voilà vos questions. Donc il y avait, excusez-moi, juste il y avait donc la tentative d'une question. Vous pouvez peut-être la résumer très brièvement. Je disais que de même qu'en 1950, le général de Gaulle avait changé de politique et avait essayé de construire quelque chose avec l'Allemagne, ce qui a donné les résultats qu'on sait, qui sont quand même très bons. On espère qu'en 2050, on va trouver aussi un génie européen qui va trouver un gouvernement russe peut-être plus raisonnable que le gouvernement actuel pour faire effectivement un grand ensemble. Parce qu'on a du mal à imaginer que l'Eurasie soit partagée en deux ensembles tout à fait antagonistes, l'un appuyé par l'Amérique, l'autre appuyé par la Chine, et qui va faire de nous le champ de bataille idéal d'une éventuelle troisième guerre mondiale. Tu veux répondre? Alors, le problème, c'est que c'est un peu du wishful thinking de penser que... c'est parce que le problème, il est des deux côtés. Il suffit pas d'avoir un génie à la De Gaulle ou à la Churchill. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face, et il faut que les conditions en fait historiques soient prêtes. Le problème, c'est que les gens qui sont au pouvoir à Moscou, c'est pas que Vladimir Poutine, c'est un clan du KGB mafieux, et c'est en plus la partie la plus dure de ce système de sécurité. Donc même si Vladimir Poutine s'en va demain, il n'est absolument pas dit que
alors déjà, il est bien évident que ça ne deviendra pas une démocratie, mais la question n'est pas là. Mais on n'est pas du tout sûr d'avoir quelqu'un de plus... On ne prépare pas ces conditions non plus. Comment? On ne peut pas dire qu'on prépare ces conditions de notre côté. On est en train de durcir les positions. C'est ce qu'Emmanuel Macron a fait en vain depuis le mois de février, c'est-à-dire essayer d'apaiser Vladimir Poutine, essayer d'apaiser la Russie. C'est ce que Angela Merkel a fait pendant toute sa période où elle était chancelière. C'est ce qu'ont fait tous les grands pays d'Europe occidentale effectivement, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, en pensant pour l'Allemagne qu'on pouvait apaiser et en fait rendre raisonnable et normaliser la Russie avec les liens économiques, ou qu'on pouvait la normaliser avec les relations politiques. Force est de constater que pour l'instant, ces deux méthodes se sont avérées des méthodes, elles ont échoué avec Vladimir Poutine. Alors peut-être qu'effectivement dans 5 ans il y aura un président plus ouvert à l'Ouest et qui fera lui-même des ouvertures et répondra favorablement à ces mains qui lui ont quand même été tendues. Mais pour l'instant c'est compliqué de se projeter en 2050 parce que peut-être qu'on aura un autre Poutine en 2050 toujours. Je veux dire, c'est très compliqué. Moi, j'ajouterais juste que à partir de la chute du mur de Berlin, qui n'a pas été prévue, et l'éclatement de l'Union soviétique, on est entré dans une période où il est très difficile de prévoir, non seulement à l'échelle de presque 30 ans, dont vous parlez de 2050, mais même à l'échelle d'1 an ou 2. La plupart des dirigeants européens, probablement tous, ne croyaient pas, au moins jusqu'au 21 février, quand Poutine a prononcé un discours tout à fait clair, qu'il y aurait quand même une guerre contre l'Ukraine, et en plus sur 5 fronts à la fois. Personne n'a prévu ça. Donc je pense que malheureusement, nous pouvons espérer, nous pouvons se préparer, mais malheureusement, l'époque que nous vivons avec ce monde multipolaire, elle est aussi une époque extrêmement instable. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ou... Non, peut-être juste comme c'était une référence historique avec l'Allemand après la Deuxième Guerre mondiale. Si on va faire un suivi de cette référence historique, comparaison historique, donc il va faire d'effet de la Russie militairement. Il va faire des poutinifications. Dépoutinisation. Dépoutinisation de la Russie. Et puis, bien sûr, on peut construire l'Europe avec la Russie. Mais quand même, bien sûr, parfois, je pense qu'il faut avoir peut-être but pour avoir la Russie démocratique. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est aussi important pour encourager aussi la société civile russe à l'étranger, pour être plus visible, pour aider, pour vraiment avoir les contacts avec les Russes qui pensent différemment que le régime de Poutine. Donc je pense qu'il faut avoir cet espoir, il faut avoir cette direction, mais comme vous êtes très réaliste, je suis aussi un peu dans la même position que oui. Monsieur, vous avez voulu poser. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, vous avez rappelé que l'entrée dans l'Union européenne a été une dizaine d'années, et j'imagine qu'effectivement, après la libération de votre pays, l'indépendance, il fallait améliorer, faire évoluer ou reconstruire un système juridique, par exemple, un état de droit, un système économique, enfin, et comme dans tout pays, il y avait des modèles d'inspiration. Est-ce que, au cours de cette dizaine d'années et des 20 ans qui ont suivi, la Lituanie a eu des synergies particulières avec certains pays, certains modèles d'inspiration en Europe ou ailleurs?
Merci beaucoup pour cette question. Je pense vraiment que c'était notre voie d'intégration était comme un bon exemple, aussi bon exemple pour l'Ukraine et pour les autres pays. Parce que je pense quelle était peut-être la condition pour le succès. C'était la première chose, c'était un consensus politiquement pour vraiment aller vers l'Union européenne. C'était presque tous les partis politiques étaient d'accord sur cette direction et c'était vraiment quelque chose comme un consensus national. Puis c'était cette pression de l'Union européenne pour faire beaucoup de réformes. Et je pense pour nous, pendant cette période de réformes, aider beaucoup les pays nordiques. C'était un modèle scandinave comme une petite inspiration pour nous. Donc c'est la raison pour laquelle je pense nous avons investi beaucoup dans le secteur digital. Et maintenant, nous sommes vraiment dans le niveau digital bien élevé. Parce que c'était vraiment quelque chose que nous avons pris aussi des pays nordiques comme une direction importante. Et puis, je pense que c'était aussi très important pour investir dans les cerveaux, parce que chez nous, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole. Donc, c'était la seule possibilité pour construire notre pays, pour vraiment faire bonne éducation, pour vraiment encourager les gens pour travailler dans les secteurs importants, comme je dis, sur le digital, mais aussi le secteur, par exemple, de fintech, le secteur de technologies innovantes, aussi le secteur de biotechnologie. Donc, c'était vraiment un investissement dans les secteurs, peut-être dans l'économie et l'avenir. Et ça nous donnait beaucoup, grand progrès en ce qui concerne l'économie. Juste peut-être un petit chiffre. En 2004, comme nous avons adhéré à l'Union européenne, notre PIB per personne, c'était 45-47% de le niveau européen. Maintenant, nous sommes à plus que 85%. Donc, dans 17 ans, nous avons fait des progrès impressionnants en ce qui concerne l'économie. Comme j'ai dit parfois, maintenant, notre PIB par personne est plus élevé en comparaison déjà avec quelques régions en France. Parce que c'était vraiment, par exemple, la région de Vilnius, de notre capitale, c'est déjà dépassé rapidement des niveaux européens. Oui, monsieur. Merci. Tout d'abord, merci aux Lituaniens pour l'achat de César. Pour une fois que la France arrive à vendre quelque chose au plan diplomatique ou technique depuis le 24 février. J'ai une question notamment pour son Excellence. Le Royaume-Uni a fait preuve d'un vrai leadership et pas simplement en termes d'image ces derniers mois. Est-ce que vous pensez que notamment les projets qu'on a pu voir évoqués dans la presse de European Commonwealth, par exemple, qui seraient dirigés par le Royaume-Uni, ont des chances de se matérialiser avec un vrai leadership britannique en Europe du Nord et de l'Est, ou est-ce que ça restera probablement à l'état incantatoire, au même titre que l'autonomie stratégique européenne prônée par la France? Non, je pense, je suis un peu réaliste et pessimiste aussi sur ces propositions. Je pense que maintenant, vraiment, c'est important de garder qu'est-ce que nous avons créé comme l'Union européenne, comme l'OTAN, et investir plus pour renforcer ce que nous avons et pas éviter quelque chose de nouveau dans cette situation. Et c'est vraiment beaucoup de propositions, parce que notre proposition, je ne sais pas, pour créer cette communauté politique qui a été fait par le président de la République. Mais pour nous, c'est aussi toujours la question pourquoi maintenant, dans cette crise, on peut imaginer avoir cette discussion après la guerre, peut-être quand on va parler sur le nouvel système de sécurité en Europe, mais pas maintenant, quand nous avons vraiment, il faut utiliser les moyens que nous avons passé déjà, comme l'élargissement était vraiment utile, et c'est notre exemple, je pense, le meilleur exemple, comment l'élargissement nous avons aidé pour faire ce progrès dans les réformes, dans l'économie. Donc il faut vraiment utiliser ce qui marche. Et bien sûr, il faut peut-être faire un petit changement pour faire plus efficace, mais pas créer quelque chose de nouveau, parce que ça donne une direction différente et c'est pas clair quel sera le résultat de ces initiatives. Et maintenant, il faut garder l'unité, pas créer une nouvelle division en Europe. Autre question? Oui. La Chine dans ce panorama, surtout parce que la Lituanie a eu des positions assez fermes par rapport à la Chine. Et comment vous voyez cette question de la Chine aujourd'hui?
Comment, Isabelle? La Chine, je me souviens de tous des premiers commentaires au début de la guerre. On disait la Chine va lâcher la Russie, voilà. Alors on examinait, mais voilà, ils ont. En fait, non, la Chine soutient la Russie, ça me paraît totalement clair. La question, c'est jusqu'où elle va aller. Enfin, la question, c'est en fait ce bloc qui est en train de se constituer. Parce que l'Ukraine, ok, tous les pays d'Europe occidentale sont massivement en faveur de l'Ukraine, bien entendu. Il y a quand même presque les 2/3 des pays dans le monde qui ont des positions beaucoup plus ambiguës, c'est-à-dire soit un soutien vis-à-vis de Vladimir Poutine, du Venezuela en passant par la Syrie, le Mali, etc., soit des soutiens à cause d'intérêts économiques ou des silences consentants. Ça fait quand même une grosse partie du monde. Et la crise la guerre en Ukraine, quand même, elle cristallise quand même cette opposition entre d'un côté le monde démocratique et occidental, et de l'autre côté les dictatures et les pouvoirs très autoritaires qui en fait imposent et veulent en plus imposer au monde, hein, c'est pas seulement chez eux, un contre-modèle qui n'est pas la démocratie occidentale, qu'ils considèrent en général comme un système qui produit des individus dégénérés, tous homosexuels ou transsexuels, et qui en plus n'est absolument pas efficace et ne permet pas de gouverner ces pays, puisque les élections, par définition, permettent au pouvoir politique, aux alternances politiques de fonctionner. La question qu'on a aujourd'hui aussi à répondre avec la Chine, c'est est-ce que ce pôle autoritaro-dictatorial va s'unir de manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui? Et est-ce qu'on va vers un monde qui sera très divisé entre les démocraties d'un côté, un peu une espèce de retour à l'Occident, auquel on agrège bien sûr des pays qui ne sont pas en Europe, hein, comme Israël, etc., et de l'autre côté ce pôle. C'est un peu tôt pour le dire, mais il y a quand même des coïncidences, il y a plein de signes, il y a pas comment? Je suis bien d'accord avec vous, et c'est ça le danger qui va produire la Troisième Guerre mondiale dans une génération. Ça, je ne sais pas si ça produira la Troisième Guerre mondiale, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les Occidentaux qui l'ont provoqué, ça, je veux dire. Il y a une rétractation du monde démocratique et occidental, et il y a effectivement une extension et une vague de mode du modèle autoritaire qui, effectivement, pose question, mais qui ne se retrouve pas seulement sur l'Ukraine. Moi, je suis très inquiète, par exemple, en ce moment, sur la question iranienne. Vous savez qu'il y a un très proche... il y a une connexion entre la Russie et l'Iran et la Chine, là, hein, en ce moment. La Chine il y a cet accord sur le nucléaire iranien, qu'on appelle le JCPOA, que Trump a déchiré, et qu'ensuite les Iraniens n'ont plus respecté. Donc cet accord, il est un peu comme ça en l'air. Les Iraniens sont en train de fabriquer la bombe, et ils le font avec la complicité de la Chine et de la Russie, puisque c'est la Russie qui, au début de la guerre en Ukraine, a pris cet accord que les Européens essayaient avec les Américains et Joe Biden de ressusciter. La Russie a pris en otage cet accord. Et les Chinois achètent du pétrole à l'Iran, donc en contournant l'embargo. Donc, peut-être que dans un mois, on va tous se réveiller et l'Iran aura la bombe nucléaire. Et si l'Iran a la bombe nucléaire, enfin là on s'éloigne un peu du sujet, mais quand même c'est lié à la Chine, l'Iran chiite, donc automatiquement d'autres pays, et notamment l'Arabie Saoudite et la Turquie, chiite, redémarreront elles aussi leur programme nucléaire. Donc là, on a un environnement qui est quand même assez anxiogène, mais c'est en train de se passer maintenant. Monsieur l'ambassadeur, sur la Chine. Merci beaucoup pour cette question aussi, parce que je pense pour nous, cette question aussi dans la même logique un peu que nous avons parlé avant maintenant, parce que pour nous, cette guerre en Ukraine, c'est important, pas juste comme la guerre en Europe, comme la guerre contre la Russie, mais aussi comme la guerre contre
lors des relations internationales que nous avons créées après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous, ça donne cette impression que maintenant, notre position, que c'était il y a quelques mois avant la guerre sur la Chine, c'était la position des valeurs pour vraiment faire la décision pour avoir la représentation taïwanaise chez nous, qui est notre décision souveraine pour avoir la coopération économique et culturelle avec Taïwan. Et c'était vraiment une bonne décision parce que nous avons vu la réaction chinoise. Et ce n'était pas la réaction au niveau politique, c'était pression économique. C'était embargo pour la Lituanie, c'était vraiment un essai pour utiliser le marché uni contre nous, par exemple, pour encourager les entreprises allemandes, les entreprises françaises, isoler notre pays pour ne pas prendre un petit produit dans la chaîne de production. Et je pense que ça nous donnait aussi une expérience comment la Chine réagit, comment la Chine pense. Et il faut vraiment aussi tirer la leçon de cette peut-être notre décision qui était très brève décision. Nous sommes les premiers peut-être pays qui a fait ça. Pour nous, ce n'est pas le problème d'être les premiers. C'était la première que nous avons quitté l'Union soviétique. Donc, c'était toujours pas de question d'être première. Mais c'est très important que l'Europe et tout le monde peut vraiment tirer ces leçons. Et pour nous, cette leçon qu'il faut vraiment éviter l'investissement chinois dans les secteurs sensibles, dans l'infrastructure, c'est la raison pour laquelle nous avons bloqué tout l'investissement chinois dans notre secteur. C'était un projet pour avoir investissement dans notre pôle. Nous avons refusé parce que nous avons créé déjà il y a plusieurs années le mécanisme, comment on peut faire le screening d'investissement. Bien sûr, ce mécanisme a été créé contre la Russie un peu, mais maintenant ça marche très bien aussi pour la Chine. Donc, pas éviter cette dépendance, parce que aussi cette réaction sur notre décision était vraiment utiliser notre dépendance pour vraiment limiter l'exportation des produits qui sont nécessaires pour construire, par exemple, laser chez nous. Et maintenant, pour la période plus longue, c'était quelque chose de très positif. Maintenant, nous avons trouvé les alternatives, nous avons trouvé la position, comment on peut être plus indépendant vers la Chine. Et je pense que c'est la voie aussi pour l'Europe, hein. Vraiment diminuer cette dépendance économique sur la Chine et vraiment éviter cette peut-être naïveté qu'on peut faire le commerce et on peut vraiment éviter problème avec la Chine. Non, la Chine a les intérêts très concrets. S'il veut faire décision pas utilisant notre sensibilité, pas prendre l'intérêt de notre côté. Avant de donc passer à la question suivante, j'ajoute juste que, vous savez, depuis quelques jours, une idée a été lancée en Russie par l'un des hauts fonctionnaires de l'État russe, que l'avenir de la Russie, c'est l'insularisation, c'est-à-dire, en russe, ostrovizatsia. C'est-à-dire que la Russie a la vocation, à cause des sanctions occidentales, de se transformer dans les 10 à 15 prochaines années en une sorte de forteresse assiégée, en une sorte d'île. Donc, insularisation, ça vient du mot latin insula, île, où donc elle aura sa pleine souveraineté et sa pleine sécurité alimentaire, stratégique, qu'elle va tout produire. En fait, c'est la vieille recette qui est pratiquée en Corée du Nord et qui s'appelle chuchre, c'est-à-dire la conception d'autosuffisance, tout produire chez soi. Bien sûr, au préalable, et c'est le sens de la conquête, des tentatives de conquête actuelles, c'est d'inclure dans cette île le plus possible de colonies, parce que c'est ces colonies qui pourront donc renforcer la métropole. Vous savez que la Russie, même maintenant, elle procède au pillage systématique de divers biens en Ukraine, et pendant 8 ans, elle a procédé
peut-être en échange à l'aide au Donbass, au pillage systématique du Donbass. On a déporté des dizaines et des dizaines d'usines. Ceux qu'on n'a pas pu déporter, on les a démontés et transformés en, je ne sais même pas quel est le mot français, débris métalliques qui ont été aussi exportés vers la Russie pour la refonte, 300 000 tonnes de métal. Et donc, ce n'est pas nous qui construisons un mur. Nous souhaitons que la Russie cède sous le poids des sanctions. Mais la Russie, en fait, en profite, je pense, il faut dire profite, pour s'isoler du monde occidental et de ses valeurs et de construire donc son propre univers. Qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans ou dans 30 ans? Dieu seul le sait, mais il y a quand même, je dirais, des anti-utopies qui ont déjà été écrites et qui décrivent assez bien qu'est-ce qui peut se produire. La plus classique, bien sûr, c'est 1984, mais aussi, moi, je conseille à tout le monde de lire un livre absolument génial de l'écrivain russe qui vit désormais à Berlin, Vladimir Sorokin, qui s'appelle Journée d'un oprichnik. C'est un livre dont l'action se passe à Moscou en 2028 et vous verrez à quel point ce livre, qui a été écrit en 2006, est en train de se réaliser très rapidement. Monsieur, vous avez voulu poser une question? C'est une question à Monsieur l'ambassadeur. Vous avez évoqué l'histoire récente des relations avec la Fédération de Russie et vous avez souligné la naïveté avec laquelle ces relations ont été entreprises et vous utilisiez le nous. Nous avons cru que nous pourrions, etc. Vous avez rappelé les relations historiques entre la Lituanie et la Russie. Et donc, ma question est très simple, c'est de ce point de vue de l'expérience historique que vous avez, vous, Lituanie, de votre relation avec la Russie, comment voyez-vous évoluer cette relation pour rejoindre ce qui a été évoqué précédemment? Comment voyez-vous, vous, en tant que, du point de vue de cette expérience historique, comment la voyez-vous évoluer? Non, merci beaucoup. Juste peut-être précision, comme j'appelais sur le terme nous, c'est l'Europe, hein, parce que je pense nous, les pays baltes, nous avons fait beaucoup de suggestions comment il faut réagir pour le régime de Poutine. Nous avons parlé sur ces sujets déjà. Et c'était notre position très claire sur la menace qui existe avec ce régime. Pour l'évaluation de ces relations, je pense c'était toujours dans notre histoire des relations très difficiles avec la Russie. Parce que juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'était occupation, presque 50 ans de notre pays, occupation soviétique. Et pour nous, c'était aussi peut-être cette période très, très, très difficile parce que c'était beaucoup de Lituaniens qui sont quittés son propre pays parce que c'était la seule possibilité d'échapper Goulag, Sibérie, pour vraiment venir vers l'Europe, vers les États-Unis. Une partie de notre population était déportée. Comme par exemple, mon grand-père, il était déporté en Sibérie. Et la seule raison pour laquelle il était déporté, il était policier dans cette période d'indépendance. Donc, il était parti du régime précédent, donc il est déjà coupable, 25 ans, pour aller en Sibérie. Donc, c'était cette expérience. C'était aussi presque 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale de résistance aux forêts. C'était les frères des forêts, comme on s'appelle, les gens qui étaient dans la forêt en espérant que peut-être l'Europe va venir pour aider, pour vraiment pour repousser les Russes de Lituanie après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, après 10 ans de résistance, ce n'était pas possible de continuer ce combat. Mais quand même, toujours dans toutes les périodes, c'était dissidents, c'était beaucoup de gens qui ont fait beaucoup, passé, je ne sais pas, les semaines, les mois dans les prisons parce qu'il a fait un petit truc sur notre indépendance avant la Deuxième Guerre mondiale.
Donc c'était toujours cette période difficile. Et je ne parle pas sur l'histoire précédente, dans l'Empire russe. Donc je pense aussi notre volonté pour la démocratie, pour notre volonté pour la liberté, aussi vient de notre histoire. Comme j'ai dit, le Grand-Duché de Lituanie était un des plus grands pays de l'Europe. Et pour nous, cette période histoire, c'était aussi cette période importante parce que c'était la pression de la Russie déjà à cette époque. Et c'était aussi une des raisons pour lesquelles la Lettonie et la Pologne ont fait l'État commun pour avoir la résistance contre la Russie. Donc c'était dans l'histoire toujours les relations difficiles. Donc ça donne aussi pour nous peut-être cette analyse plus précise sur le régime de Poutine. Parce que pour nous, c'est un peu répétition des choses que nous avons vues dans notre passé, dans notre histoire. Et pour nous, c'est quelque chose de vraiment inquiétant et c'est quelque chose de vraiment très difficile pour comprendre comment nous ne pouvons pas avoir un voisinage très bon avec la Russie démocratique, parce que les Russes, les gens, c'est trop gentils. Et je me souviens très bien, c'était vraiment bonne coopération entre les gens dans le secteur culturel. C'était vraiment toujours cette volonté d'avoir bonne relation avec la Russie, mais pas avec le régime qui est offensif, qui pense dans la manière comment il peut rétablir l'Union soviétique, parce que Poutine était toujours très transparent qu'est-ce qu'il veut. Il a parlé sur le rétablissement de l'Union soviétique plusieurs années, donc c'était pas juste peut-être ce message bien attendu en Europe, dans les autres pays. Donc les relations restent toujours très difficiles. Mais nous avons espoir toujours et nous sommes très optimistes pour l'avenir, comme d'habitude. Écoutez, avant de passer, je vois deux questions là. Je vous demande donc l'autorisation qu'Isabelle parte parce qu'elle a une autre réunion et donc elle va nous quitter, mais nous deux, nous allons rester encore un quart d'heure parce que de toute façon, on doit libérer la salle à 20h15. Merci beaucoup, Isabelle. C'est moi. Oui, monsieur. Est-ce qu'éventuellement, on ne pourrait pas voir quelque chose d'encore plus négatif, de plus dystopique? On voit avec François Stom qui montre toute la folie dans les émissions de télé russes qui appellent encore à plus de conquêtes. Après, c'est la Moldavie, après, c'est les Pays-Baltes, etc. Un député russe qui parle la même chose, un pope, je ne sais plus qui dit la même chose, des choses encore beaucoup plus délirantes. Est-ce que on ne peut pas craindre une fuite en avant? Ils sont un peu bloqués en Ukraine, ils vont fuir sur la Lituanie, par exemple, on ne sait pas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que bien sûr notre situation est totalement différente parce que nous sommes partis de l'OTAN, nous sommes partis de l'Union européenne, donc ce n'est pas possible de comparer avec l'Ukraine, bien sûr. Mais quand même, maintenant, je pense que Poutine est très engagé et très occupé avec l'Ukraine. Donc, c'est la raison pour laquelle nous parlons sur cette victoire ukrainienne très importante, parce que sinon, après quelques années, elle peut avoir l'autre opération spéciale dans les autres pays aussi. Donc, c'est vraiment maintenant le moment d'arrêter ça et vraiment repousser Poutine pour donner aussi, peut-être pas créer cette précédent que tu peux toujours gagner avec l'agression. Je veux dire, c'est l'idée de l'autarcie. Oui. C'était une idée pour moi d'autarcie de guerre. Vous savez, Hitler avait créé une autarcie économique pour essayer d'être indépendant par rapport au... Oui, mais il voulait d'abord Lebensraum. Pardon? Il voulait d'abord avoir le Lebensraum, c'est-à-dire il pouvait avoir son autarcie une fois qu'il aura conquis l'Europe pour la piller. Il faut dire les choses comme elles sont et le projet russe n'est pas très différent. Maintenant, moi personnellement, ce que je pense, c'est que, comment dire, il est vital de repousser maintenant Poutine
tout simplement parce que s'il perd la guerre, il va être renversé. Il ne pourra pas rester au pouvoir. Et ce pouvoir, il est très spécial. Ce n'est pas un régime totalitaire classique. Un régime totalitaire classique, tel qu'il a été décrit par des chercheurs, en premier lieu Hannah Arendt, c'est un régime qui repose sur un certain socle. Et c'est grâce à ce socle qu'on arrive à la non-alternance du pouvoir, qui est la base du régime totalitaire. Donc, contrôle total des citoyens, contrôle de l'industrie, contrôle de tout, et l'impossibilité d'alternance politique. Le régime soviétique, et en particulier stalinien, c'était exactement ça, et le socle, c'était le Parti communiste. On pouvait remplacer un dirigeant, ils ne sont pas tous morts de mort naturelle, mais le régime restait. Ensuite, pour Hitler, c'était pareil. Il y avait le socle, le parti nazi, et derrière encore NDSAP, donc le parti national-socialiste. Mais en Russie, ce n'est pas un pays totalitaire classique, c'est un pays dictatorial, c'est un régime personnaliste, et c'est un régime où, justement, il n'y a pas de socle solide, parce que le parti, la Russie unie, n'a pas beaucoup de popularité, il n'a pas réussi à imposer ce parti. Le FSB ne peut pas servir d'unique base, parce qu'il n'est pas assez nombreux, tout simplement. Et donc si vous voulez, il y a plusieurs forces que Poutine domine, et entre lesquelles il arbitre. Il sème la terreur à l'intérieur maintenant. On sait que c'est quelqu'un de très dangereux, on sait qu'il peut y avoir à tout moment une exécution extrajudiciaire, comme ça s'est produit avec plusieurs personnalités du régime et les ennemis du régime, ou tentatives d'empoisonnement, enfin etc. Mais s'il part, lui, il a le consensus, c'est-à-dire il y a différents clans, même d'oligarques, il y a l'armée, il y a les services secrets, il y a le bloc économique qui est plus libéral. Ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Si Poutine part, moi je suis persuadée qu'il n'y aura aucun, même s'il désigne quelqu'un, ce quelqu'un n'aura jamais le même pouvoir que Poutine, et la même influence et la même soumission que Poutine. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense, honnêtement, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis très optimiste, mais je pense que quand Poutine, pour une raison X de santé ou parce qu'il est renversé, quitte le pouvoir, cette pyramide va tomber. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Ça peut être une guerre civile, ça peut être ce qu'on appelle en Russie une période de troubles, smutное время. On ne sait pas. Mais en tout cas, même cette autarcie, elle est peut-être voulue et intéressante pour certains, l'autarcie que grosso modo le régime propose maintenant comme alternance pour ne pas se rendre devant les sanctions occidentales. Il y a beaucoup de forces dans le pays qui ne voudront pas de ça. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, ont déjà vécu en Occident, ou ont voyagé en Occident, ou qui ont des intérêts en Occident, ou qui voudraient partir en Occident, qui ne voudront pas revenir vers cette dystopie du genre décrit par Sorokin, parce que c'est le Moyen-Âge. Aujourd'hui, le bateau russe, il fait cette marche à rebours ou à reculons. Il fonce droit vers le passé staliniste. Toutes les méthodes utilisées aujourd'hui, c'est les méthodes du passé staliniste. Monsieur l'ambassadeur a évoqué donc ce qu'ont fait les soviétiques dans les pays baltes occupés, mais ce qu'ils font aujourd'hui en Ukraine, dans les régions occupées, est exactement la même chose. Ils utilisent les vieilles recettes
stalinienne et parfois aussi hitlérienne. Comme ça va à l'encontre de l'histoire, vous savez, il n'y a pas d'autres exemples dans le monde moderne de ces plusieurs décennies où un pays essaie de conquérir un autre pays indépendant. Le seul exemple que nous pouvons citer, c'est l'exemple du Koweït, qui a été occupé par Saddam Hussein. Et ça a provoqué un tollé mondial. Donc, oui, on peut bien sûr encore, ce bateau ou ce corps peut essayer encore pendant quelque temps de foncer vers le passé, mais l'histoire le rattrapera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Ah, il y a monsieur. Oui, il y a deux. Oui, madame. Monsieur l'ambassadeur, je me posais la question concernant les communautés russophones qui dans Lituanie, dans les pays baltes, puisque c'est pareil que le danger peut arriver. Comment, justement, aujourd'hui, d'abord, elle vit le conflit, et puis comment, justement, les relations se font à l'intérieur des pays baltes avec cet enjeu linguistique qui, on voit aujourd'hui en Ukraine, est devenu un enjeu, en fait, assez terrifiant. Peut-être je peux parler juste sur la Lituanie, peut-être pas pour les autres pays baltes. Mais pour nous c'est une situation un peu différente, peut-être en comparaison avec la Lettonie et l'Estonie, parce que chez nous, c'est la minorité russe, c'est très petit, c'est 5%. C'est la minorité polonaise plus large que la minorité russe. Mais bien sûr, peut-être pour les trois pays baltes, c'est la même chose que maintenant avec la guerre. Je pense qu'il y a cette révolution aussi des gens qui étaient peut-être pro-Poutine dans notre pays, et maintenant je pense avec la guerre en Ukraine, parce que c'était aussi cette communauté russe bien liée avec l'Ukraine. Il y a beaucoup, je sais pas, frères, sœurs qui habitent en Ukraine, qui maintenant dans la situation de la guerre. Donc je pense que ça vient cet processus de révolution, mais quand même c'est très important aussi pour donner plus d'informations, pour vraiment avoir les sources alternatives en ce qui concerne la télé ou radio, parce que c'était toujours cet attachement pour regarder la télé russe, et maintenant, bien sûr, avec cette propagande de la guerre, devient le problème plus grand qui était avant la guerre. Donc c'est la raison pour laquelle on parle beaucoup aussi au niveau européen, comment on peut combattre cette propagande, comment on peut avoir les règles pour parfois peut-être couper les chaînes russes. Et nous avons déjà fait comme une partie des sanctions aussi sur les chaînes russes. Donc c'est vraiment important maintenant d'utiliser ce moment pour parler, pour rapprocher cette minorité, cette partie de notre population. Dernière question, je pense que c'était ici, non? Oui, c'est pour montrer la dame, c'est pas une question. Madame. Oui, madame. Oui? J'entends pas grand-chose. Pensez-vous qu'il y a une possibilité concrète au sein de l'Union européenne et ses alliés d'intervention pour aider au déblocage des ports ukrainiens et d'Odessa? Y a-t-il une possibilité de cadre légal, même si l'action de blocage est illégale, normalement? Moi, je pense que c'était une proposition de notre ministre des Affaires étrangères pour vraiment faire ça, pour avoir une petite coalition, goodwill coalition en anglais, une coalition de bonne volonté, qui peut vraiment essayer pour avoir cette garantie de sécurité, pour cette possibilité de bateaux pour exporter le grain ukrainien vers le monde. Bien sûr, c'est pas très facile pour faire ça, parce qu'il y a la réponse russe très claire, mais c'est aussi très clair que c'est pas possible de trouver une solution avec les Russes, parce qu'il y a des conditions pas acceptables pour l'Ukraine. Mais quand même, cette proposition de notre ministre reste. Je pense qu'il
il a fait consultation avec les Britanniques, avec les autres pays. Et pour nous, c'est une des possibilités, comment on peut débloquer pour avoir coalition et navire militaire et pour essayer d'avoir éviter cette crise alimentaire dans le monde, parce que ça devient aussi un grand problème avec blocage des graines ukrainiennes, mais aussi ce blocage des graines russes aussi, c'est aussi cette nuance importante, parce que maintenant peut-être la Russie parle que c'est la cause de la guerre, c'est à cause des sanctions que c'est pas possible d'avoir l'exportation, mais décision de la Russie pour limiter l'exportation des graines toujours reste, et c'est la décision de la Russie. Mais écoutez, je pense que malheureusement, il faut terminer maintenant cette séance, parce que si nous ne la terminons pas d'ici 5 minutes, il y a des acteurs qui feront irruption dans la salle et vont nous chasser. Voilà, donc je vous remercie tous, je remercie Monsieur l'ambassadeur et je vous souhaite de survivre à cette vague de chaleur qui va déferler sur nous.